C'est un- Bonjour, bonjour à tous les amis de cette petite chaîne. Donc, comme je vous l'avais annoncé, je vais procéder en ce début d'année à quelques entretiens sur la marche du monde. En ce début d'année 2024, je voudrais recueillir l'avis des... Je suis attaqué par une mouche. Je voudrais recueillir l'avis de personnes dont je crois que justement l'avis est important sur ce qui peut se passer dans cette année 2024. Alors attention, c'est pas des prévisions, ce ne sont pas un tirage de cartes, c'est simplement une analyse qui se veut prospective, sachant que l'histoire fait ce qu'elle veut derrière. Hein. Bon, donc simplement à partir de ces interlocuteurs qui ont fait une analyse, qui ont fait un travail, il y aura Jacques Sapir plus tard dans la semaine, qui ont fait un travail d'analyse, d'objectivation du réel, savoir comment ils pensent que ça va évoluer dans les semaines et dans les mois qui viennent. Alors, je demande à mon ami Slobodan Despot, que vous avez déjà vu sur cette chaîne. On avait fait un entretien il y a quelques mois, qui est un grand spécialiste du monde slave, au-delà du fait d'être un intellectuel de haute volée, écrivain, éditeur et également homme de presse, puisqu'il dirige un organe qui s'appelle Antipresse, et puis il est très souvent sollicité dans les médias suisses. Il est d'origine serbe, donc voilà pour ce qui le concerne. D'abord, je le remercie d'être là. Et s'il en est d'accord, je propose qu'on commence. Alors, je voudrais qu'on examine trois choses. D'abord, ce qui s'est passé en Serbie avec les élections et la tentative de révolution de couleur, ça a été présenté comme ça, et c'est comme ça que je l'ai ressenti, qui a un peu agité la Serbie pendant quelques jours. Ensuite, comment il voit l'évolution de la guerre en Europe centrale et des rapports entre la Russie et l'Europe de l'Ouest, parce que je crois que sa connaissance justement importante du monde slave lui donne quelques considérations qui peuvent être très intéressantes. Et puis enfin, la marche du monde. Hein. Où va le monde dans son affrontement entre l'hégémon, entre l'Occident en déclin, comme le dit, et il est sur toutes les chaînes, comme le dit Emmanuel Todd, hein, Déclin de l'Occident. Je suis en train de lire son livre. Et donc, mais c'est assez amusant de voir la réaction des médias. C'est que si c'est Todd qui dit l'Occident va se casser la figure, tout le monde panique. Ce que je trouve un bon réflexe. Bon, donc, enfin, sauf à ne pas transformer cette panique en volonté de faire des bêtises. Donc voilà, ce serait sur la marche du monde et où peut aller cet affrontement qui constitue pour moi, je l'avais dit assez tôt, j'en suis fier, c'est pour ça que je le répète souvent, hein, Slobodan, je l'avais dit, je crois, le 25 ou le 26 février 2022, j'avais dit c'est une page historique de 5 siècles qui se tourne, qui va se tourner. Bon, ben je suis très content qu'il y ait d'autres gens qui le disent aujourd'hui. Alors, je n'étais pas tout seul à le dire, bien sûr. Voilà, mon cher Slobodan, je te passe la parole. Mon cher Régis, je ne sais pas par où commencer. Bon. Parce que, on l'a déjà tous vu, cette année 2024 a démarré et très fort, en trombe. Et puis, d'autre part, tu proposes là d'ouvrir des sujets qui sont des sujets épochales, comme diraient nos amis allemands. C'est-à-dire que nous sommes témoins, quelquefois protagonistes, témoins, chroniqueurs, analystes, d'un moment tout à fait exceptionnel, à mon avis, de l'histoire contemporaine, de l'histoire humaine tout court. Et nous assistons à une véritable bascule des mondes, à, au passage d'un monde qui était malgré tout hiérarchisé autour des puissances et des valeurs occidentales vers un monde qui, qui sera multipolaire. Qu'est-ce que ça veut dire? Mais qui, en tout cas, va être un monde de tensions et de blocs qui vont faire concurrence à ce modèle occidental, qui est un modèle pas seulement politique ou économique, c'est un modèle anthropologique, c'est une idée de l'être humain, c'est une idée de la société, c'est une idée de la réalité même que l'Occident a essayé d'imposer, qu'il a réussi à imposer pendant plusieurs siècles sur la planète entière, et qui est en train aujourd'hui de simplement se décomposer sous nos yeux. Donc, nous voulions commencer, je crois, par
les événements de Serbie, puisqu'on prend l'actualité, puis après on élargit au général, n'est-ce pas? C'était bien ça. Les événements de Serbie qui sont un symptôme, C'est un symptôme. de ce que tu viens de décrire, c'est-à-dire Oui. ce tremblement d'histoire. Quand tu dis que c'est un événement historique extraordinaire, je m'en réfère à la remarque de Xi Jinping sur le perron du Kremlin lorsqu'il est venu en voyage. Tout ça était très organisé. Comme par hasard, les caméras étaient là. Comme par Oui. hasard, il y avait l'interprète qui était là. Et on a entendu Xi dire nous sommes confrontés à un changement que l'on n'a pas vu depuis un siècle. Prenez soin de vous, mon ami, a-t-il dit à ce moment-là à Poutine, ce qui en Oui. disait énormément. Personnellement, je pense que c'est un changement qu'on n'a pas connu depuis 500 ans. Ça, je crois. Et je regardais hier sur Arte, je le reconseille à mes auditeurs, le documentaire en 4 parties de François de Ribérol sur Magellan. Qui Mhm. était la période de la conquête de la deuxième mondialisation occidentale, après celle de l'Empire romain, eh bien, c'est cette phase-là qui avait été enclenchée par l'Occident qui est en train de se refermer. Je n'ai pas dit se terminer, hein, je dis bien se Non, non, refermer. non, 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 c'est Donc, un. donc nos amis serbes, ils ont été confrontés à un spasme qui ne tombe pas du ciel par hasard. Non, c'est un petit peu, si l'on veut, un spasme de la queue du dragon qui se meurt, n'est-ce pas? Euh, pour m'exprimer à la manière de nos amis orientaux. Qu'est-ce qui se passe en Serbie? Évidemment, il y a eu des élections le 17 décembre euh, qui ont été contestées par l'opposition, des élections qui ont donné les pleins pouvoirs, qui ont rendu, qui ont confirmé la domination du pouvoir dit progressiste du président Aleksandar Vučić sur le pays et sur la ville de Belgrade. Or, il était pratiquement entendu, en tout cas on supposait que l'opposition, donc l'opposition pro-occidentale, devait remporter la ville de Belgrade. Et la Serbie a cette particularité, comme on le sait, un petit peu comme d'autres petits pays d'Europe comme l'Autriche, par exemple, ou comme la Hongrie, d'être essentiellement une grosse capitale avec un arrière-pays. Donc, tenir Belgrade, c'est un peu tenir le pays aussi. Or, non, le résultat des élections n'a pas été favorable à l'opposition, qui est descendue dans la rue en disant que les élections avaient été truquées. Mais dans ce domaine, je dois dire de manière dépassionnée que cette opposition serbe ne fait pas preuve d'une très grande habileté ni d'une très grande intelligence parce qu'elle avait décrété que les élections seraient truquées à l'avance. Alors, n'est-ce pas, quand vous partez avec l'a priori que les élections vont être truquées, puis que vous dites après, les élections ont été truquées, ben en fait, vous avez autorisé, si vous voulez, vous avez autorisé le pouvoir à truquer les élections parce que de toute façon, personne ne va vous prendre au sérieux. On sait que votre attitude, c'est que les élections ne sont pas régulières. Pourquoi vous y avez participé à ce moment-là, si a priori elles n'étaient pas régulières? Donc, l'argument n'est pas très bon. Ce qui s'est passé sur le fond, on ne peut même pas y entrer, ce n'est pas la peine. Maintenant, aujourd'hui, on est dans une époque de gestion des perceptions, n'est-ce pas? On a le même problème avec toutes les élections. Vous voyez aux États-Unis, aujourd'hui encore, une grande partie des républicains pensent, avec des arguments d'ailleurs, que les élections de 2020 ont été volées. Bon, C'est mon on a opinion, hein, ah oui. Slobodan. Oh, bah, j'ai suivi effectivement les péripéties. Ben, toutes les affaires américaines intérieures sont extraordinairement tordues, compliquées, juridiques, je ne sais pas toi qui je vais l'apprendre, avec une pensée juridique qui est très différente, très Très exotique par différent. rapport à la nôtre. Donc, c'est difficile de s'y orienter, mais c'est un fait que En tout cas, ce que je voulais dire, elles n'ont pas été régulières. elles C'est-à-dire n'ont que ce n'est pas pas été nécessairement régulières. de la fraude. Il Non, y a eu de la fraude, il y a eu des fraudes il y a eu de la massives, fraude. hein, mais c'est un système où il y avait 7 millions de voix de retard pour Trump, théorique. Théorique. Mais en fait, il a perdu l'élection de 30 000 voix avec le Oui, système des grands électeurs. c'est ça. Et c'est clairement sur ces swing states que les manipulations ont été organisées. Et de la même façon, c'est une question, moi, qui me tient à cœur. J'ai écrit 3 livres sur le droit électoral français. Je peux dire que si jamais des élections chez nous se déroulaient comme elles se déroulent aux États-Unis, elles seraient instantanément annulées.
Bien. Oui. Donc, oui, 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 il y a eu un vrai problème et une énorme frustration. Donc, la sincérité du scrutin en système libéral est fondamentale. C'est-à-dire que Mhm. pour qu'on accepte que la majorité, aussi faible soit-elle, gouverne, il faut que son arrivée au pouvoir ait été régulière et que le scrutin ait été sincère. Si le scrutin ne l'est pas, ça empêche le système de fonctionner puisque ça prive la majorité de légitimité. C'est en ça que ce que tu dis, que j'ignorais, je te repasse la parole, que le fait de disqualifier les élections à l'avance rend le débat post-élection difficile. À mon avis, bon, j'ai fait dans ma vie toutes sortes de choses. J'ai été aussi communicateur politique. Je n'ai jamais fait de la politique, mais j'étais communicateur pour la politique. Et à mon avis, c'est du point de vue de la rhétorique, de la stratégie de communication, c'est la chose la plus stupide à faire. Si vous décrétez par avance que les élections seront truquées, si elles ne le sont pas, ben vous entrez dans un. Il faut vraiment avoir un appareil médiatique de propagande extrêmement fort pour faire admettre votre point de vue, ou alors pousser à la violence, comme cela se fait dans les révolutions colorées, ou alors, même s'il y a eu des élections, des irrégularités de la part du pouvoir, des vainqueurs, le pouvoir va dire, mais de toute façon, votre point de départ, vous l'avez décrété tout de suite, donc on ne vous écoute plus. Donc, il fallait partir du postulat que les élections seraient correctes, et puis si on avait des preuves d'irrégularité, les faire valoir. Mais ce n'était pas du tout le but. Le but était de faire descendre la foule dans la rue. Et le but était de prendre l'Assemblée municipale de Belgrade et de répéter à une échelle un peu plus modeste, évidemment, le coup du Maïdan de 2014 en Ukraine. Ça n'a pas marché. Et alors, les commentaires que j'ai vus, c'est qu'il s'agissait, et ça, je pense que c'est une illusion qu'il faudrait dissiper. J'ai vu des commentaires, notamment dans les milieux dissidents en Occident, pas dans les médias de grand chemin, mais enfin si, également dans les médias de grand chemin. Sur ce point-là, ils étaient d'accord. C'était qu'on avait un pouvoir qui était un pouvoir grosso modo autoritaire, réactionnaire et pro-russe, qui était contesté par une opposition libérale, démocratique, pro-occidentale, pro-Union européenne, un peu à la manière du Maïdan, n'est-ce pas, de 2013-2014. Eh bien, les médias de grand chemin, aussi bien que les dissidents, se trompent légèrement. Parce que c'est un jeu où les intérêts occidentaux sont des deux côtés. Le pouvoir qui est à Belgrade n'est pas analogue au pouvoir de, je ne sais pas, de Loukachenko en Biélorussie, qui est solidement arrimé à la Russie et qui est stratégiquement soutenu par la Russie. Ce n'est même pas analogue au pouvoir de Orban en Hongrie, qui a une position extrêmement souveraine, extrêmement libre par rapport à l'Union européenne, alors même que la Hongrie en est membre et que la Serbie ne l'est pas. En Serbie, on a un système qui dépend, dans une mesure considérable, du bloc occidental. Évidemment qu'il y a des accords gaziers et tout le système énergétique qui est contrôlé par les Russes. C'est vrai que le gaz, la Serbie comment on appelle ça, une plaque tournante, un point névralgique pour la livraison du gaz dans le sud de l'Europe, qui a des conditions privilégiées pour ces livraisons de gaz avec la Russie, que évidemment l'opinion publique soutient la Russie à 95%, ça c'est absolument clair. Il n'y a qu'à voir les banderoles qu'on déroule dans les stades de foot à chaque match. La dernière fois, la semaine dernière, c'était une banderole Belgorod, nous sommes avec nous, puisque les Ukrainiens avaient bombardé la ville de Belgorod pour Noël, comme on s'en souvient. Donc, l'opinion est très largement du côté russe. Le pouvoir est un pouvoir qui est venu à la suite d'un régime qu'on appelait les jaunes, qui était un régime ouvertement et très, très caricaturalement pro-européen, lequel était lui-même issu du renversement
de Slobodan Milošević, du président Milošević en l'an 2000, par une révolution colorée. D'ailleurs, le prototype des nouvelles révolutions colorées, à tel point que les organisateurs de cette révolution, du mouvement Otpor, sont devenus les professeurs de révolution colorée des Ukrainiens et de partout dans le monde. On les promène partout. Dès que vous les voyez apparaître, ces gens-là, ces Serbes dans un pays d'Amérique du Sud, en Géorgie ou je ne sais pas où, vous savez qu'il y a quelque chose qui mijote. Et maintenant, ils ont repris du service chez eux pour essayer, aurait-on l'impression, de renverser le pouvoir de Vučić. C'est un peu plus compliqué que ça. Ces gens sont effectivement contrôlés par les services occidentaux, mais le pouvoir actuellement à Belgrade l'est aussi très largement. En tout cas, il est dépendant. Il ne peut pas avoir la désinvolture d'un Orban par rapport aux Occidentaux. Il y a beaucoup de raisons à cela, je ne peux pas y entrer maintenant, notamment le fait que l'économie serbe dépend beaucoup du travail des Serbes dans les pays de l'Union européenne et que la simple introduction d'un régime de visa serait un coût extraordinairement dur pour l'économie serbe. Par exemple ça. Et puis, il y a évidemment le chantage au Kosovo. C'est-à-dire que tous les régimes serbes depuis la chute de Milošević ont comme mission première, du point de vue des Occidentaux, ils n'ont qu'une seule mission, c'est de reconnaître l'indépendance du Kosovo. Parce que le jour où la Serbie reconnaît l'indépendance du Kosovo, toutes les oppositions, celles de la Russie, de la moitié des États de la planète, mais également de certains États de l'Union européenne, comme l'Espagne, toutes ces oppositions tombent. Si la Serbie accepte elle-même de se départir de son noyau historique qui lui a été arraché au fond, par une opération militaire en 1999. À ce moment-là, tout tombe. Eh bien, aujourd'hui, on le sait que pour faire pression sur ce gouvernement, il traîne les pieds, qui n'accomplit pas cette mission fondamentale, qui ne signe pas définitivement, même s'il s'en rapproche, la reconnaissance du Kosovo, ben, qu'est-ce qu'on fait? On provoque des troubles au Kosovo même, avec de la répression policière, avec des arrestations, ou alors on lui met l'opposition dans la rue en disant attention, la prochaine fois, ça va être sérieux. Et cette fois-ci, à mon avis, on n'est pas allé jusqu'au bout. Très intéressant. Donc, effectivement, sur ce modèle des révolutions de couleur et qui Mhm. s'affine, parce que ce que tu nous dis, c'est un avertissement, en fait. C'est que Oui. ça n'a pas été mené jusqu'au bout c'était pour faire, entre guillemets, rentrer Vučić dans le rang. Ce que C'est j'avais, ça. bon, moi j'ai vu, y compris les Français, paraît-il, ont fait pression sur lui, pas le nouveau, hein, pas Monsieur Séjourné, l'espèce de freluquet qu'on a mis comme ministre des Affaires étrangères en France pour aller Mon affronter Dieu. Lavrov ou le nouveau, enfin l'ancien redevenu nouveau ministre des Affaires étrangères de Chine. Bon, pour ne citer que ces deux-là. Bien, donc non, c'est effectivement très intéressant, c'est que effectivement le fait que l'Empire soit sur la défensive, Mhm. n'empêche pas qu'il a des moyens et qu'il continue. Et qu'il Oui. continue à agir, à faire un certain nombre de choses. Alors, on peut être, je veux dire, surpris de la façon dont il mène les choses dans le détroit de Bab el-Mandeb, où un régime, c'est même pas, enfin, c'est une partie du régime yéménite le met en échec, parce que c'est assez terrible ce qui est en train de se passer Oui. pour l'Empire, hein, pour l'Empire. Je ne sais pas ce que ça va donner. Non, non, il peut être en échec ici, là, mais il garde pas mal de cartes et puis il a quand même des moyens. Il n'a plus, et c'est là où je voudrais recueillir ton avis, il n'a plus les moyens, la force de projection militaire qu'il avait auparavant. Et ça, je t'ai entendu, je sais que nous partageons des analyses d'abord sur le déclenchement du conflit, hein, une vision holistique un petit peu, c'est que ça n'a pas commencé, tout comme le conflit israélo-palestinien n'a pas commencé le 7 octobre, le conflit entre la Russie et l'Occident, parce que c'est de ça qu'il s'agit, et les États-Unis et l'OTAN en particulier, n'a pas commencé le 24 février 2022. Donc aujourd'hui, où en est-on? Parce qu'on entend beaucoup de choses. Je constate que les Américains sont, pour l'instant, ils n'ont plus les moyens d'envoyer de l'argent. Kirby dit on n'a plus d'argent, puis surtout ils ont un blocage au Congrès qui est essentiel. On est en période électorale en plus. Euh,
Et sur le plan du matériel, sur le plan militaire, on est à l'os. Et les pauvres Ukrainiens, je dis les pauvres Ukrainiens parce que les frères slaves, ils se font défoncer. Je rappelle que Poutine a dit dans sa fameuse conférence à l'hôpital devant les soldats blessés, il a dit, je n'appellerai pas les Ukrainiens des ennemis. Ce sont nos adversaires. Les ennemis, ce sont l'OTAN et l'Occident. Bien, donc, comment est-ce que tu vois la façon dont ça peut évoluer à partir de ce constat dans l'année qui vient? Alors, tout d'abord, je dois dire une chose, c'est que notre manière à l'antipresse de considérer cette crise correspond bien à cette volonté holistique dont tu viens de me faire part. Nous écrivons, nous chroniquons les événements d'Europe de l'Est depuis que nous existons, depuis 8 ans. Nous avons une attention très particulière pour l'Europe de l'Est et la Russie, parce que j'ai toujours pensé, ayant quand même beaucoup travaillé avec dans la culture, dans la littérature et dans la pensée russe, puisque j'ai été notamment traducteur d'Alexandre Zinoviev, j'ai toujours pensé que notre destin d'Européens allait se jouer dans notre relation avec la Russie. Ce n'est pas notre relation avec les États-Unis, c'est notre relation avec la Russie qui va être déterminante. Au sens où la relation de l'Europe avec la Russie peut être une relation, je dirais, égale, au sens avec une parité d'intérêts, avec une équité entre les deux parties, comme les Allemands ont essayé de l'établir à l'époque de Schröder, notamment avec la Russie. En revanche, la relation de l'Europe avec les États-Unis ne peut être qu'une relation de vassalité, pour mille raisons, notamment le fait que les États-Unis ne peuvent reconnaître que des vassaux. Ce qui n'est pas le cas de la Russie. D'ailleurs, on voit très bien dans ses rapports avec le reste du monde que la Russie est extrêmement attentive à toutes ces choses. Et donc, cette situation dans laquelle on se trouve, ça fait longtemps que nous l'étudions. Et en 2014, j'ai publié un texte qui a fait beaucoup de bruit, qui est passé dans Causeur, qui est passé dans plusieurs endroits, qui s'intitulait le syndrome Tolstoïevski, et où je disais que je commençais en disant que le problème de l'Occident vis-à-vis de la Russie ne tient pas dans un manque de volonté de savoir, mais dans un excédent de volonté d'ignorer. C'est-à-dire qu'on ne veut pas savoir ce qui se passe, ce qu'est la Russie. On ne veut pas savoir ce qu'elle veut, ce qu'elle pense, comment elle sent les choses, où sont ses frontières, où sont ses lignes rouges. À chaque fois, on s'en moque. Et ça date de 2014. C'est juste après le coup d'État en Ukraine, parce que j'avais senti que ce coup d'État allait faire une boule de neige qui aboutirait à un conflit très grave. Depuis le début de ce conflit, le 24 février, nous avons consacré, je pense, une cinquantaine d'articles à cette affaire, mais justement pas seulement du point de vue militaire et stratégique, aussi du point de vue militaire et stratégique, mais également du point de vue culturel, économique, généralement anthropologique. Et où est-ce que je veux en venir? Je veux en venir à ceci, c'est qu'il était absolument clair, dès le début, et nous l'avons dit, nous l'avons écrit, qu'on ne pouvait pas escompter défaire la Russie dans sa basse-cour. La Russie avait adressé à l'Occident, on s'en souvient, ou plutôt la plupart essaient de ne pas s'en souvenir, avait adressé à l'automne 2021, notamment en décembre, un ultimatum extrêmement sérieux. Il y avait un changement de ton chez Poutine qui est extrêmement réservé. Il aime la litote, Poutine. C'est pas quelqu'un qui tape sur la table, c'est pas Khrouchtchev. C'est quelqu'un qui est très retenu dans ses propos. Mais lorsqu'il a écrit au chef de l'OTAN et à Washington en disant « Nous voulons des garanties de sécurité concernant notamment la situation de l'Ukraine », et qu'on a jeté sa lettre à la poubelle en se moquant de lui, je me suis dit, ça va pas bien se terminer, cette histoire. Parce que là, il est sérieux.
il est aussi sérieux que lorsqu'il a présenté ses nouvelles armes en 2018 et qu'il a dit regardez ce que nous avons, maintenant on va nous écouter. Ben, on ne les a pas écoutés. Maintenant, aujourd'hui, c'est absolument fascinant. Je prends cet exemple, puisque tu as commencé par la question des armements. C'est vrai que la guerre d'Ukraine a mis à nu un fait qui était latent, que certains percevaient, mais qui n'était pas de notoriété publique. C'est que l'Occident n'a plus d'industrie. Ça, j'y reviens. J'y reviens. Lorsque les Russes ont annoncé qu'ils avaient des missiles hypersoniques, l'Occident a dit ce sont des effets de manche. C'est peut-être qu'ils expérimentent avec des missiles hypersoniques, parce que nous-mêmes, les Occidentaux, les Américains, ben, on n'a jamais réussi à faire partir un missile hypersonique et lui faire toucher une cible. Jamais. Donc, eux ne peuvent pas faire mieux que nous. Donc, ce sont des effets de manche. Et puis, quand ils ont commencé à détruire des cibles, effectivement, avec des hypersoniques, avec des Kinjal en Ukraine, les Ukrainiens, qui sont pilotés évidemment par la propagande, par l'appareil de propagande américain, ont dit mais ça fait rien, nous les détruisons tous. Donc ça veut dire qu'ils les ont. Évidemment qu'ils ne les détruisent pas. C'est fascinant quand même. Donc la suprématie technologique et militaire de la Russie est un fait qui est maintenant établi. Cette suprématie, en plus, elle est irradiante. Elle n'est pas seulement celle de la Russie. Il y a une coopération militaire entre la Russie et la Chine, la Russie et la Corée du Nord, la Russie et l'Iran, qui est extrêmement importante, qui est bilatérale, puisque notamment la Russie a repris ses drones très bon marché, très efficaces, iraniens, pour les perfectionner un peu et faire des ravages de nouveau contre l'OTAN en Ukraine. Et on voit aussi que le problème lancinant et spectaculaire maintenant de la désindustrialisation occidentale, qui est aussi une désindustrialisation militaire, est en train de causer des catastrophes en cascade. L'une de ces catastrophes, puisque nous avons maintenant les yeux rivés sur le Proche-Orient, l'une de ces catastrophes, c'était que, on s'en souvient, c'est de nouveau dans la péninsule arabique, à un moment donné, les Houthis ont réussi à cibler sans aucun problème les champs de pétrole saoudiens avec des drones. Les Saoudiens se sont rendus compte que les batteries de missiles très coûteuses patriotes que leur vendaient les Américains comme une arme miracle ne les protégeaient pas. Que les Houthis pouvaient recevoir de l'Iran tous les drones qu'ils voulaient et tous les missiles qu'ils voulaient. Et donc qu'ils étaient à nu. Les Saoudiens n'avaient plus de protecteurs. La gagneuse n'avait plus de maquereau. Mais ben oui, parce que Oui. elle a changé de maquereau. L'Arabie Saoudite était sous l'aile des États-Unis depuis Roosevelt. C'était un pacte. Nous vous prenons votre pétrole et nous vous assurons la protection. À partir du moment Ah, où ils ont vu que... j'ajoute, Slobodan, le pétrodollar, Et le pétrodollar, qui est toute, fondamental. C'était toute une la pierre. suprématie, oui, toute la suprématie américaine de l'après-guerre, le passage des monnaies or vers une monnaie de papier, une monnaie comment appelle-t-on ça, de confiance, au fond. Il faut y croire. C'est uniquement son seul argument, c'était que le pétrole, tout le marché du pétrole se fait en dollars. Et ben maintenant, tout le monde en sort. L'Arabie Saoudite sort du giron américain. Elle fait la paix avec l'Iran, grâce d'ailleurs à l'entremise chinoise. Et ça, quand ceci est survenu l'année dernière, je me suis dit, mais comment se fait-il qu'ici, chez nous, en Europe, en France, personne ne comprend l'ampleur de ce désastre, enfin de ce désastre, cette bascule tectonique. C'est énorme. C'est fini, on ne rigole plus avec ces gens-là. On ne peut plus les traiter comme on les a traités. Et maintenant, on voit avec le simple, c'est pas simple, mais enfin, avec le problème qu'on a en mer Rouge, vous pouvez avoir des flottes de porte-avions coûtant des centaines de milliards, avec des armes extrêmement sophistiquées, très jolies dans la boutique, et qui sont très chères, qui sont vendues très chères aux alliés des Américains. Mais le fait est qu'ils sont complètement impuissants face à l'un des pays les plus pauvres du monde. Tout le monde le voit, tout le monde l'observe. Et tout le monde
tout le monde est en train de regarder quelles seront les alliances de demain. Alors ça, c'est le modèle. C'est le modèle de l'intervention américaine, le gendarme du monde. Oui. J'ai appris que dans le faramineux budget militaire des États-Unis, 60% étaient des dépenses de fonctionnement. Hein, c'est-à-dire ils ont des gendarmeries aux quatre coins du monde qui leur coûtent une Mhm. fortune, mais ils n'ont plus de soldats Non. pour les mettre, puisque le Gerald Ford a dû s'en aller parce que il semble qu'il était abîmé par les tirs-outils. La presse n'en parle pas. Je ne sais pas très bien. Il y a, bon, enfin, de toute façon, peu importe. Un Kinjal et c'est une baignoire en fer au fond de l'eau. Hein. Aujourd'hui, je ne sais plus. Je crois que c'est Douglas McGregor qui disait qu'il n'y a plus que deux sortes de vaisseaux, les sous-marins et les baignoires en fer au fond de l'eau. Bon, Voilà, donc voilà. il lui manquait 800 marins au Gerald Ford, 800 marins pour pouvoir être dans sa configuration normale. Alors, tu pointes quelque chose que peut-être en Europe de l'Ouest, on a eu du mal à intégrer. Alors là, je parle de moi, hein, parce que c'est l'ampleur de la désindustrialisation. Je sais en France. Donc, je proteste sur les stratégies des gouvernements français, sur le démantèlement d'un certain nombre de nos filières, mais quand on voit la part industrielle dans notre PIB, c'est vertigineux, mais même aux États-Unis. C'est-à-dire que, comme le disait le camarade Lénine, ils nous donneront la corde pour les pendre. C'est-à-dire qu'on a délocalisé, on a fait faire le boulot manufacturier ailleurs, dans les pays où il nous coûtait moins cher, on s'est financiarisé et aujourd'hui, alors que ceux qui justement ont été les manufactures, ont été les ateliers, disent non, terminé, on ne fonctionne plus comme ça. On ne fonctionne plus comme ça. Et donc, pour l'armement américain, alors quand je lis des choses, je me dis, mais attends, ils vont trop loin là, peut-être, non, mais c'est pas à ce niveau-là. Euh, et si, c'est-à-dire que d'abord la formation, il n'y a plus d'ingénieurs, on n'en forme plus. Le rapport du nombre d'ingénieurs formés en Russie et formés aux États-Unis, c'est alors, sauf que les États-Unis arrivent à les importer. Hein, ils sont formés ailleurs et ils les récupèrent, comme faisaient les Allemands d'ailleurs. Et les chaînes d'approvisionnement, les systèmes de sous-traitance qui sont indispensables à une véritable industrie n'existent plus aux États-Unis. N'existent plus. Non. Alors, comme en plus, ils ont un système d'achat qui est un système d'appel d'offres, strictement, alors que, bon, en Russie, ce sont des sociétés d'État, c'est l'État qui donne les ordres, le système d'appel d'offres qui est corrompu jusqu'à l'os, ça, c'est le système américain, c'est absolument effarant. Et donc, là, il y a un vrai problème. Alors, je reviens justement sur ce qui va se passer maintenant, parce que les Russes, manifestement, et là je te pose la question, ont choisi une stratégie d'attrition, c'est-à-dire une guerre d'usure. Ils veulent broyer la machine ukrainienne, la démilitariser de cette façon-là. Ils font toujours ça, me semble-t-il, avec une main dans le dos, mais maintenant, qu'est-ce qui peut se passer? Bon, alors, je sais que tu es à l'écoute de tout ce qui se passe là-bas. Est-ce qu'on peut envisager une volonté de donner un coup d'épaule après l'élection présidentielle qui a lieu le 17 mars, je crois, ou quelque chose comme ça, le Mhm. présidentiel en Russie? Ou bien est-ce qu'ils vont continuer ce travail? Parce qu'il faut reconnaître que ça peut les arranger, les Russes, de prendre leur temps. C'est-à-dire qu'ils continuent à user l'OTAN, à user l'Occident, à user l'UE, en espérant ou en prévoyant qu'elle se disloque. Qu'est-ce que tu penses du choix stratégique? Je donne un coup de pied ou bien je continue à broyer? Eh bien, évidemment, je ne suis pas Madame Soleil et je n'ai pas mes entrées, je n'ai pas mes entrées à l'état-major de l'armée russe, bien entendu. Tu Et n'es pas un personne. ami de Gerasimov? J'aurais cru. Je pense que les amis de Gerasimov n'en savent pas plus que nous. Donc, Oui. il n'y a pas beaucoup de fuites chez eux. Ils ne sont pas très bavards, à la différence d'ailleurs des Ukrainiens qui avaient annoncé le plan de leur fameuse contre-offensive de 2023 jusqu'au dernier détail avant d'essayer de l'entreprendre. Donc, ils étaient attendus là où ils avaient annoncé qu'ils allaient. C'est d'une bêtise absolument somptueuse. Mais enfin bon, euh,
Une chose que je voudrais remarquer à propos de ce déséquilibre industriel qui est fondamental dans cette confrontation, c'est que non seulement donc on a plus d'ingénieurs qui sont formés aujourd'hui en Russie qu'aux États-Unis, alors que le pays a 2 fois moins d'habitants, grosso modo, on a encore beaucoup plus d'ingénieurs qui sont formés en Inde ou en Chine, les Indiens sont très souvent importés aux États-Unis, c'est vrai. Mais il y a aussi quelque chose là derrière qui nous donne des indications plus profondes sur le tissu de ces sociétés. Moi, j'étais l'été dernier en Russie et lors d'un voyage en train, j'ai fait la connaissance d'un jeune étudiant qui était tatar d'ailleurs, enfin, qui était un Russien, pas un Russe, mais enfin un Russien, passeport russe, nationalité tatar, qui était un jeune scientifique qui commençait ses études et qui devait se rendre en Corée du Sud, sauf erreur, pour un concours de mathématiciens. Et alors, quand vous entendez des jeunes Russes parler de ce genre, ils participent à toutes sortes de concours, mathématiques, physique au sens sport également, histoire, connaissance. Vous voyez que vous avez une jeunesse, des gens de 17, 18 ans, 20 ans, qui ont une très très haute idée du mérite intellectuel, de l'effort intellectuel. Pour ce garçon, faire une bonne place à une olympiade mathématique, que ce soit dans le pays ou à l'étranger, c'est quelque chose qui est extrêmement important et dont il va vous parler spontanément. Est-ce que vous allez croiser beaucoup de jeunes gens comme ça dans les trains en France? Est-ce que aux États-Unis, quand je me rappelle, il y avait eu des sondages en Europe de l'Ouest et aux États-Unis sur ce que voulaient faire, il y a déjà 10 ou 15 ans de ça, sur ce que voulaient faire les jeunes générations. La plupart voulaient devenir avocats. Mais l'avocat ne produit rien, excuse-moi, hein, c'est ton métier. Mais c'est pas l'avocat qui construit les ponts. Mais non, mais non. Ils voulaient, alors à une époque, ils voulaient devenir tous brokers en bourse parce que c'était un moyen de gagner sa vie facilement. Devenir avocat, ben, c'était trendy. Dans ces pays-là, Chine, Russie, on veut devenir militaire, parce que la carrière militaire, ça, aujourd'hui, c'est très valorisé en Russie. On veut devenir médecin, on veut devenir ingénieur, euh, on veut devenir éventuellement entrepreneur, avocat moins, ce qui veut dire que ce sont encore des pays où les nouvelles générations sont orientées vers des activités créatrices de biens, productives, réelles. Ce n'est pas du tertiaire. Et en Occident, nous sommes complètement tertiarisés. Si vous êtes tertiarisé, ça veut dire que tout ce qui est primaire et secondaire va devoir être assuré par d'autres. Donc, vous vous mettez dans une situation de dépendance absolument tragique. On est dans une situation, je veux dire, on dépend encore de la Russie pour l'uranium. Les États-Unis essayent maintenant de sortir de leur dépendance vis-à-vis de l'uranium russe. Personne ne le sait. On dépend de la Chine pour 1 milliard de choses, même des composantes, les métaux précieux, les métaux rares pour fabriquer des voitures électriques, tout ce qu'on veut. Les Chinois, il suffit qu'ils arrêtent leurs exportations et c'est fini. Et on est la seule moyen pour l'Occident de survivre avec une telle dérive vers le tertiaire, c'était de maintenir une force militaire suffisamment crédible pour intimider le monde entier et que surtout aucun sous-traitant n'ait l'idée de faire son petit chantage. Et maintenant, ce n'est plus crédible du tout. Donc, tout part à volo, à une vitesse folle, démente. Et donc, pour revenir à ta question, puisque c'était la question de la stratégie russe, ce contexte nous dit quelle est la stratégie probablement la plus avantageuse pour la Russie. Parce que ce que je suis en train de dire là, les gens à Moscou le savent aussi. Ah oui. Ils le savent très bien. C'est d'ailleurs une chose que je dois signaler aussi, c'est qu'on peut regarder sur Telegram ou sur YouTube des podcasts ou des émissions, des commentaires d'historiens ou de géopolitologues russes qui sont d'un niveau de connaissance sur ce qui se passe en Occident, mais de connaissances profondes. Des tendances profondes en Occident qui sont sans comparaison. Je veux dire, il n'y a pas de démission, il n'y a pas de débat en Occident même qui soit aussi pointu sur ce qui se passe en Occident que ce que les Russes font
pour leur consommation interne. Donc, ils nous connaissent infiniment mieux que nous ne les connaissons, ça va de soi, mais aussi que nous ne nous connaissons nous-mêmes. Donc, ils savent très bien où nous en sommes. Ils ont compris en 2022 que les Américains, les Anglo-Saxons ne voulaient pas d'un traité de paix en Ukraine, qu'ils allaient utiliser l'Ukraine comme fusible jusqu'au dernier Ukrainien. Et donc, ils ont pris leurs dispositions. Le fameux retrait de Kharkov, puis de Kherson, qu'on a célébré stupidement ici en Occident comme des grandes victoires. Il n'y en a pas eu de grandes victoires. Les Russes se sont retirés. Ils se sont retirés pourquoi? Pour remodeler leur système de militaire, leur système stratégique, en un système de défense. Et attendre que l'ennemi vienne s'échouer sur ses défenses. Tu Et sais, ça, je t'interromps une seconde. oui. Je fais des émissions toutes les semaines avec un partenaire, un expert militaire, et qui considère que le passage rétrograde du Dniepr, c'est-à-dire les 20 000 hommes qui ont, en toute sécurité, malgré ce qu'on racontait ici, sont passés de l'autre côté, est l'événement important de la guerre. Il dit c'est ça le tournant. C'est que les Oui. Russes ont fait la démonstration qu'ils étaient toujours à l'initiative et qu'ils maîtrisaient la chose et qu'il n'allait pas leur arriver grand-chose. Surtout quand on décide, on prévient d'une contre-offensive hein, et qu'on l'engage. Même un profane comme moi, je savais que sans couverture aérienne et avec un rapport de 1 à 9 ou de 1 à 10 en matière de feu, d'artillerie, c'était perdu d'avance. C'est Alors, perdu. sur le choix, hein, sur la branche, c'est très schématique, je vais rajouter une petite chose. Pour toi, c'est que je constate, ou j'ai l'impression, et tu es mieux placé que moi pour le ressentir, j'ai l'impression que la Russie s'est tournée du côté de l'Asie, hein, le fameux balancier occidentalisme, je parle du russe, hein, et eurasiatisme, ils ont décidé bah, de se tourner vers l'Eurasie, et ça se passe bien, sinon très bien, et est-ce que justement ça, nous, on n'est pas passé par pertes et profits? Il n'y a pas seulement ce que raconte Medvedev, ou j'écoute ce que dit Lavrov, qui dit on n'a plus rien à leur dire. Et donc, est-ce que ils peuvent se dire bon ben continuons à les broyer, de toute façon ils vont se disloquer, ce qui serait pas une très bonne nouvelle pour nous parce que je pense Non, qu'effectivement notre avenir passe dans une bonne relation avec le monde slave, ou bien bon ben ils décident d'en terminer en disant bon si on arrive à découpler effectivement l'Europe des États-Unis, avec la catastrophe qui se profile, on pourra reprendre un certain nombre de choses. Alors attention, hein, c'est sommaire ce que je dis, mais dans le choix stratégique, il y aurait peut-être aussi cette donnée. Est-ce que le virage vers l'Asie est un virage pour longtemps, sinon très longtemps? alors, à mon avis, c'est quelque chose qui est profond, qui est latent. Lorsqu'on visitait, avant ces événements, lorsqu'on visitait la Russie, qu'on allait au-delà de l'Oural, par exemple du côté de la Bouriatie, enfin du Baïkal, où j'ai séjourné plusieurs fois, on voyait qu'il y avait une interpénétration déjà concrète avec les économies asiatiques, ne serait-ce que dans le parc automobile. Vous ne voyez plus une voiture européenne dans la Russie de l'au-delà de l'Oural. Ce sont des japonaises, d'ailleurs souvent conduites carrément avec la conduite à droite parce qu'ils les importent telles quelles depuis le Japon, des coréennes, des voitures chinoises, des marques chinoises dont nous ne connaissons même pas le nom ici. Et puis aussi les populations. Il y a beaucoup de Chinois, il y a des colonies chinoises dans l'est de la Russie. Et tout ça se passe de manière tout à fait paisible, sans aucune tension. On voit très bien que le bassin naturel pour les échanges, des gros échanges russes, c'est évidemment l'Asie du Sud-Est. C'est un énorme bassin de population, c'est un bassin de consommation et de production incomparablement plus intéressant que l'Europe de l'Ouest. Maintenant, il y a aussi, sur un autre plan, et c'est quelque chose dont certains auteurs, comme Zinoviev d'ailleurs, ou comme aujourd'hui Dugin, sont très conscients, il y a un tropisme, un penchant, une nostalgie des élites intellectuelles russes vers l'Europe. Ils sont occidentalistes, quoi qu'il arrive. Depuis les décembristes, n'est-ce pas, du 19e siècle, on a une élite intellectuelle russe qui
se voit comme le petit frère, le parent pauvre de l'Europe, quoi qu'il arrive, même lorsque la Russie n'a plus besoin du tout de l'Europe pour fonctionner. Et cette caste-là, cette classe-là, elle est encore aujourd'hui encore dans l'administration, dans les universités, partout. Et c'est elle qui maintient, je ne vais pas dire qu'elle va faire rebasculer la Russie dans une alliance occidentale, je ne le pense pas, mais elle maintient cette espèce de lien encore qui est un lien un petit peu maladif, mais enfin, avec l'Occident. Ce que je pense, pour finir sur cet aspect de la stratégie militaire russe, ils ont compris que, par bêtise, par incapacité de réviser leur position, les Occidentaux euh, allaient jeter dans la bataille perdue déjà depuis longtemps en Ukraine tout leur matériel. Les hommes, ils n'ont pas d'hommes, ils n'ont pas d'effectifs humains à jeter là-bas. Ils ne vont pas le faire. Ils avaient quelques volontaires, mercenaires, tout ça, ils n'y vont plus. Hein. En revanche, tout le matériel militaire possible, ils vont le brûler là-bas. Et puis les Russes se sont aussi rendus compte que, ils ont fait la démonstration d'ailleurs que notre monnaie, nos monnaies, le dollar, ne sont que des monnaies de singes. Parce que ce n'est pas parce que vous allez donner 300 milliards ou 50 milliards de crédits ou de dons militaires pour la défense ukrainienne que vous allez pouvoir leur fournir pour 50 milliards d'obus et de missiles. Ça, ils n'existent pas, on n'arrive pas à les produire. Sans compter le fait, j'ai vu un détail, une statistique extraordinairement intéressante. Un obus de 30 mm, donc les obus de tir rapide, pour les canons de tir rapide, fabriqués au Danemark, coûte environ 1 000 euros. Un seul. Pour une cadence de tir quelquefois de 5 000 obus minute hein, pour ces canons-là. Donc, il coûte beaucoup plus cher, 2 ou 3 fois plus cher qu'un obus de 152, donc le gros obus de canon russe. Comment voulez-vous? Évidemment tout le monde se sucre au passage. Les avions occidentaux sont monstrueusement chers. Les chars sont monstrueusement chers. Tout est monstrueusement cher parce que tout le monde doit se sucrer. C'est la dernière industrie qui fonctionne. Mais comment voulez-vous fournir suffisamment de matériel dans une guerre d'attrition engagée contre une grande puissance industrielle et militaire comme la Russie, qui produit du matériel plus fiable à un coût infiniment moindre? C'est impossible. Mais personne n'est capable aujourd'hui d'en tirer la leçon, de dire non, on arrête, nous allons épuiser tout ce que nous avons. Et donc, les Russes ont tout à fait intérêt à ne pas précipiter la fin de cette guerre et à attendre que nous, les Occidentaux, nous ayons envoyé jusqu'à la dernière cartouche en Ukraine, parce que ça entraîne aussi toutes sortes de conséquences. Petit détail militaire encore, tu as parlé du manque de personnel militaire sur les porte-avions américains. Je ne sais pas si tu es au courant de ce qui se passe chez leurs éternels sidecars britanniques. En Grande-Bretagne, pour pouvoir pour pouvoir armer militairement et en hommes des navires de guerre, on doit en désarmer d'autres. C'est-à-dire qu'on fait migrer l'effectif disponible de marins vers les navires qui sont modernes ou qui sont opérationnels, et on désarme une partie de la flotte parce qu'on n'a plus personne. Lorsque, ces dernières semaines, le commandant des forces sous-marines, donc celui qui répond en gros de la dissuasion nucléaire, le contre-amiral Asquith, a pris sa retraite, ils n'ont trouvé personne pour le remplacer. Et ils ont passé des petites annonces sur LinkedIn. C'est fou, je le savais, mais c'était hilarant. C'est hilarant, c'est inimaginable. Donc, imaginez trouver le responsable de votre dissuasion nucléaire par les petites annonces. Mais les Monty Python n'auraient jamais imaginé ça. Jamais. Et Ça donne. on a Rishi Sunak, ou on a Boris Johnson, ou Liz Truss, quelques clowns improbables ce que je trouve extraordinaire dans le système occidental, c'est la dimension de simulacre. On ne va pas parler de la France, mais c'est exactement ça. On vient d'avoir un remaniement ministériel, c'est du théâtre pur. Oui. C'est-à-dire que ce n'est pas un vrai gouvernement, enfin tout ça, et tout le monde fait semblant. Ça, c'est fou. Tout le monde fait semblant. Autre petit détail sur nos amis britanniques, hein, comme je crois que c'est Medvedev qui les appelle le pire ennemi historique de la Russie.
Bon, c'est lui, c'est le bad guy, hein, Mmh. c'est le méchant garçon, Medvedev. Et il y a Scott Ritter, donc l'ancien officier américain, qui est allé faire une visite officielle. Il est retraité, il est dissident, il est allé faire une visite officielle chez Kadyrov. Donc l'autre, il a mis les petits plats dans les grands, il s'est retrouvé avec une troupe considérable, alignée, équipée, et donc il leur a fait un discours, et il y a quelqu'un qui a dit qu'il y avait 2 fois plus de soldats tchétchènes sur la place que dans l'armée britannique, hein. Oui, Il va c'est falloir juste. m'expliquer comment vous faites. Parce que C'est juste. là, Alors, vous ne pourrez plus envoyer les Indiens, hein. Ça, vous avez pris un richissime pour être Premier ministre, parce qu'ils sont même plus, ils dirigent même plus leur pays. C'est pareil en ah non, Écosse et tout, c'est assez étonnant. partout. Mais Alors, moi, le- c'est un oligarque, bien évidemment. bien sûr. Pièce rapportée, je crois que c'est sa femme qui est très riche. Oui, Bon, alors, c'est un gendre de métier. oui, c'est, il a fait Castor, on disait quand j'étais plus jeune, hein, c'était très insultant. Oui, Donc, alors, ce que tu nous dis finalement, et c'est peut-être pas une bonne nouvelle, enfin pas une bonne nouvelle, c'est une appréciation bien évidemment. Moi, c'est la mienne depuis le début. Les gens qui me suivent savent que je dis les Russes font durer entre guillemets le plaisir, hein. Ils sont pas oui, pressés. Et là, la victoire, elle est acquise. Tout le monde le sait, hein. oui, Au point que on a un certain nombre comment dire, de propagandistes chez nous, en particulier des militaires, des nullités, comme l'armée française en a toujours connu beaucoup, hélas, qui vient nous dire, de toute façon, je martèle, Poutine a perdu la guerre, c'est toujours Poutine, on ne dit jamais la Russie, tout ça, non, 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 il y a Poutine tout seul, euh, parce qu'il voulait envahir toute l'Ukraine et il n'y est pas parvenu. Bon. oui. Donc, il Et déclare la victoire. Mais je pense pas, il ne fait pas ça spontanément. On lui a demandé. Parce bien qu'il sûr, faut déclarer la victoire et foutre le camp. Comment on a oui, foutu le camp? En courant. Mais on a un peu oublié les conditions dans lesquelles ils sont partis d'Afghanistan, c'est hein. Ils ahurissant. ont été virés et d'Irak pareil, ils ont été virés, et de Syrie, ils ont été virés, je ne sais plus qui a cette expression, qui n'est pas du tout raciste dans ma bouche, c'est d'éleveurs de chèvres et de jockeys de chameaux. Ben, ils vous ont botté le cul, mais c'est Oui, complètement extraordinaire. Donc, la victoire est acquise, le problème, c'est les formes qu'elle va prendre. Et donc, moi aussi, je considère que ils n'ont pas de raison d'être particulièrement pressés. Alors, bien évidemment, il y a la guerre, il y a le coût, il y a les pertes, hein, mais c'est la guerre. Voilà, donc ils cueilleront le fruit quand il sera mûr, parce que si ils veulent y mettre un terme là, par une offensive, par un coup de pied, un coup d'épaule, un coup de pied dans la fourmilière, il va falloir alors qu'ils discutent. De toute façon, après la guerre, on discute, on négocie. Il va falloir qu'ils discutent avec les Occidentaux. Je ne sais pas si c'est tellement le moment, hein. On n'a bah, pas d'abord, encore bu le calice jusqu'à la lie. d'abord, ils ne savent pas avec qui discuter. Oui, c'est vrai aussi. Ensuite, il est bien clair qu'ils n'ont pas très envie de rediscuter avec, un gouvernement américain démocrate. Donc, ils espèrent lui pourrir la vie suffisamment pour qu'il perde, pour que ce soit Trump qui revienne. Trump, c'est pas non plus une panacée, mais enfin, c'est quand même moins pire au point de vue des affaires internationales que les démocrates. On sait que Trump avait au moins compris que son armée était trop étendue et qu'il fallait rapatrier absolument et fermer toutes ses bases inutiles. Et c'est pour ça d'ailleurs, on se souvient que lorsqu'il a essayé de rapatrier les troupes d'Irak et de Syrie, ben, tout simplement, le Pentagone n'a pas obéi à un ordre présidentiel. Extraordinaire. C'est extraordinaire. Donc, les Russes, d'abord, ils aimeraient, s'ils doivent discuter avec l'Occident, d'abord, ils ont compris par l'exemple du non-respect des accords de Minsk, avoué d'ailleurs par Mme Merkel, M. Hollande et d'autres, ils ont compris que la parole des Occidentaux valait pipette. Rien. Euh, donc, il faut qu'ils se construisent un système qui remplace la bonne foi par l'intimidation. Alors, il leur faudra un glacis. Et ils sont en position aujourd'hui, s'ils doivent discuter avec les Occidentaux, ils sont en position de dire, bon, ben voilà, on va prendre, je ne sais pas, ils prennent la part d'Ukraine qui leur convient. En principe, j'imagine, comme beaucoup, que couper l'Ukraine actuelle de la mer Noire serait pour eux très profitable. Parce que ça permettrait d'abord de récupérer une ville russe, comme l'a rappelé Medvedev, qui est Odessa, et ensuite, au-delà d'Odessa, de faire le lien avec la Transnistrie.
Donc couper complètement l'Ukraine de la mer Noire, et donc des exportations de blé, enfin de toutes ces choses-là. Ensuite, il pourrait demander un glacis neutre sur toute l'étendue de l'OTAN depuis ses extensions des années 90. Et ils peuvent, aujourd'hui, sont en mesure d'exiger que l'OTAN se désarme jusqu'aux frontières de 97, par exemple. Et Ils peuvent, on appellerait ça le pacte de Varsovie, par exemple. Je par plaisante, exemple, hein. oui, Je mais plaisante. ils savent aussi qu'à l'heure actuelle, la désillusion n'est pas suffisamment claire dans les opinions occidentales pour qu'ils puissent exiger de telles choses. Tout à fait. Donc il faut que le temps fasse son œuvre. Donc, à mon avis, ils n'ont pas intérêt du tout à précipiter, à enfoncer les, comment on appelle ça, les banderilles, là, enfin, ils peuvent enfoncer des banderilles dans le taureau, mais ils ne peuvent pas lui donner le coup de grâce. Ouais, Ils pas n'ont pas sortir intérêt. la mouletta et l'épée. C'est Alors, ça. sur les États-Unis, moi, je suis ça d'assez près. Enfin, merci Internet et merci les logiciels Mhm. de traduction, je le dis à chaque fois. Donc, je fais le tour du monde tous les matins et j'essaie de suivre ce qui se passe aux États-Unis. Euh, L'élection de 2024, ça va être assez compliqué. Ça va être assez compliqué. Il y a tous les débats judiciaires, toutes les tentatives de disqualifier euh, Trump qui vont être suivies, ça y est, ça commence au Texas par des tentatives de disqualifier Biden si c'est lui, etc. Que cette élection ait lieu, on peut se poser la question. C'est-à-dire que ce pays est probablement très malade, ça, on le sait, mais pas si loin que ça de la dislocation. Hein. Parce que Non, moi, je veux bien qu'on se rappelle, je le dis tout le temps, je veux bien qu'on se rappelle de juillet 1991, c'était donc avant la tentative de coup d'État de Moscou au mois d'août, eh bien, personne n'aurait parié sur l'hypothèse selon laquelle l'Union soviétique immense, héritière de l'Empire des Stars, n'existerait plus 6 mois plus tard. personne. N'existerait plus. Personne n'aurait parié là-dessus. Donc, est-ce que les États-Unis, c'est ce que dit d'ailleurs, c'est ce que dit Emmanuel Todd. Euh, Oui. la meilleure chose qui puisse arriver à l'Europe, c'est que les États-Unis disparaissent. Enfin, je crois que Qui se retire, oui. Oui. alors, bon, effectivement, là, je te remercie hein, de cette réponse parce que elle rejoint un peu ma propre vision des choses. C'est que je pense que la victoire est acquise pour la Russie. Enfin, la défaite de l'Occident est acquise. C'est-à-dire que, voilà, je le présenterai plus comme ça, pas seulement pour paraphraser ou reprendre le titre de Todd. La défaite est acquise, mais il faut qu'elle soit intégrée, il faut qu'elle soit intériorisée, il faut qu'on apprenne à se percevoir, nous, y compris en France, autrement que on le fait aujourd'hui. Il faut qu'on mesure cette réalité. Et puis bon, il y a bien sûr le reste du monde qui bouge, parce que et qui bouge vite. Il y a une petite chose qui s'est produite. Alors naturellement, il y a eu les élections à Taïwan, mais tout ça va prendre du temps. Deng avait dit 2049 hein, pour régler le problème. Hein, on n'y est pas. Moi, j'aurai 99 ans, je pense que je n'assisterai pas au règlement du problème, hein, mais comme, le Sud, la majorité mondiale, y a pris goût. Mhm. On vient de voir ce qui s'est passé avec l'Inde et ses rapports avec Israël. Inde Oui. était un soutien d'Israël, ils prennent leur distance très vite. Pour différentes Oui. raisons, hein, pour Oui, différentes oui. raisons, ils prennent leur distance très vite. Il y a aussi les petits, parce que là où la démonstration que font les outils, elle est impressionnante quand même. Elle est impressionnante. Non pas qu'ils démontrent une force extraordinaire, mais ils démontrent la faiblesse de l'adversaire. Israël, l'armée israélienne n'est absolument plus celle qu'on essaie de nous vendre, plus parce qu'elle l'a été, qu'on essaie Mhm. de nous vendre. Tout ça est je veux dire, montre à la majorité mondiale que il faut pousser dans cette direction. Euh, j'ai une analyse, je voulais écrire un article là-dessus, mais j'ai eu un peu la flemme, alors je vais te demander ton avis là-dessus, mon cher Slobodan. Je me disais que finalement, la multipolarité, qui rime avec souveraineté, ça c'est tout à fait essentiel, souveraineté, hein, c'est un ordre différent de l'ordre international selon les règles, faisait que tous ceux qui sont les acteurs de l'émergence de cette multipolarité étaient gaullistes.
et que l'État le moins gaulliste du monde, c'était la France. Voilà. Oui. C'est un joli paradoxe pour conclure notre tour d'horizon. Mais je suis assez d'accord. Euh, le, le, on- Dans ma génération, notamment dans les études, dans les universités et dans les médias, on n'a pas cessé euh, de révoquer en doute, de brocarder la notion de nation et de souveraineté nationale. Or, on voit aujourd'hui que le monde qui pense comme ça, mais qui pense aussi que les hommes peuvent être enceintes, hein, qui pense qui pense aussi qu'on pourra remplacer toutes les voitures par des voiturettes électriques sans consommer par ailleurs plus de pétrole, et enfin en trouvant une énergie gratuite, on ne sait pas comment. Ce même monde, donc, c'est une infime minorité de l'humanité. Je crois que le bloc occidental, tel qu'il se définit par ses votes à l'ONU et par son système d'alliance, représente quelque chose comme 13% de l'humanité aujourd'hui, 13% de la population de la planète. En dehors de ces 13%, en dehors de ce territoire, et ça commence avec l'Afrique du Nord, ça commence avec une partie de l'Europe de l'Est, euh, les gens ne pensent pas comme ça. Les gens sont fiers de faire partie d'une nation. Ils, ils défendent, tant qu'ils le peuvent, leurs frontières. Et ils ont une écoute. Et il y a une autre chose qui mériterait peut-être tout un développement dans un entretien ultérieur. On voit aussi que dans le monde musulman, dans le monde musulman, le facteur national, l'intérêt national est en train de reprendre le dessus sur la doctrine et l'idéologie islamique. Absolument. Alors que tout le travail des anglo-saxons, des Américains, a été de faire croire à un choc des civilisations où l'islam serait une espèce de bloc rétrograde unifié qui nous menacerait. Ce n'est pas du tout le cas. On voit une parfaite coopération entre la Russie et la plupart des pays musulmans, d'ailleurs l'immense majorité des pays musulmans, une parfaite intégration des Tchétchènes dans l'armée russe. Il ne faut quand même pas oublier qu'il y a 25 ans, c'était une guerre féroce avec les Tchétchènes. La démonstration de force d'ailleurs de Kadyrov devant Scott Ritter en est un exemple. Ils sont très fiers d'être à la fois musulmans et russes. Le seul endroit où le monde orthodoxe est en guerre, en conflit avec le monde musulman aujourd'hui, c'est les Balkans, c'est la Bosnie et le Kosovo. Partout ailleurs, l'orthodoxie russe s'entend parfaitement enfin, beaucoup mieux avec le monde musulman qu'avec le monde occidental, ex-chrétien, ex-protestant, ex-catholique. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'effectivement, la réorganisation du monde va se faire selon des critères et des coutures qui sont celles des nations, qui sont celles des pays, qui sont celles des blocs, pas des méga-blocs. On va peut-être avoir, je ne sais pas, 4, 5, 6 pôles de puissance dans le monde, mais ce ne sera plus, en tout cas, le modèle occidental. Et je crois qu'il est extrêmement important de prendre la mesure de ce changement dans tous ses aspects, culturels, anthropologiques, historiques, moral. Qu'est-ce que c'est qu'un ordre mondial basé sur des règles? C'est nous avons le bâton et nous vous faisons marcher selon nos besoins et nos intérêts. Ça ne marche plus, c'est fini. Et donc, parallèlement, il va falloir aussi rétablir un droit international, parce que c'est malgré tout le seul moyen de faire cohabiter tous ces intérêts quelquefois conflictuels. Donc, le monde est en train de se reconstruire, et c'est plutôt, voilà, la perspective de 2024, c'est qu'on va on va voir certainement s'effondrer des vieux totems, et émerger des puissances et des alliances qui étaient totalement impensables jusqu'il y a quelques mois seulement. Et sur la base de principes,
on voit, et c'est pour ça que je disais, ils sont tous gaullistes au travers du Mhm. triptyque, Mhm. hein, État-nation territorial, indépendance nationale, souveraineté. C'est les trois, c'est la Oui, triade, hein, oui. qui fait que à partir de là, effectivement, et on va refaire un nouveau traité de Westphalie. Hein. Non, mais Mhm. je plaisante, mais c'est vrai. Et la forme État-nation territoriale a été inventée par l'Occident au XIXe siècle. Elle a été le support de la mutation qu'il a imposée au monde, qui a été la mutation de la révolution industrielle et de l'invention du capitalisme. Donc, Mhm. aujourd'hui, son enfant lui échappe, parce que la globalisation, c'est la forme moderne de la domination occidentale. Or, c'est terminé. La globalisation, elle est une réalité. Hein, et donc, euh, le mode d'organisation que tu décrivais, le gros bâton, c'est fini. C'est fini, les gens ne l'accepteront plus. Et c'est là où, je vais te passer la parole pour la conclusion, moi, personnellement, je suis catastrophé de voir que mon pays, ce qui est la France, je suis profondément patriote, euh, De Gaulle nous l'avait. Il ne s'agit pas de sanctifier, hein, il ne s'agit pas d'en faire une icône intouchable, mais justement, il avait une vision qui permettait de définir la place qu'il fallait qu'on construise. Une place importante. Il faut relire le discours de Plumpen, hein, il faut le relire. Mhm. Il est Mhm. extraordinaire. Mhm. Extraordinaire. C'était une leçon. Aujourd'hui, il n'y aurait pas une. Enfin, il n'y aurait pas une virgule à changer. L'histoire a changé. Elle s'est déroulée derrière, de toute façon. Donc, mon cher Slobodan, optimiste ou pessimiste? Oh, mon Dieu. Euh, je suis comme, je crois que c'était Bernanos qui était pessimiste dans l'idée, optimiste dans l'action. C'est pas Je mal pense ça. que, oui, je pense que de toute façon, tout fout le camp, mais qu'il y a quand même, il y a quand même de quoi faire. Comme on dit chez les Suisses, il y a de quoi faire. Donc, ben moi, la matière que me fournit le monde en fusion dans lequel nous nous trouvons, évidemment, moi qui en suis le chroniqueur, d'abord, ça me donne du travail, ça me donne beaucoup, beaucoup à réfléchir, beaucoup de matière à écriture, à commentaires, à révision intérieure également de ce que je suis, de mon identité, de notre identité. Donc, c'est de toute façon bénéfique. Maintenant, sur un autre plan, comme tu le disais tout à l'heure, le monde, en fait, nous arrivons à un point où le monde entier a intégré et fait sienne les valeurs de l'Occident, du temps où l'Occident était fort. Le capitalisme, les Chinois ont parfaitement compris ce que c'est, euh, pour le bien et pour le mal. L'État-nation, tout le monde a compris ce que c'est. Sauf nous maintenant, nous sommes post-capitalistes, nous sommes post-nationaux, nous sommes post-humains. Et ça, ces trois postes vont nous mener, nous, à la dislocation. Aucun de ces paramètres n'est constructif, n'est créatif. D'abord, nous sommes démographiquement condamnés, nous sommes socialement condamnés, nous sommes industriellement condamnés. Donc, il va falloir absolument et très rapidement que d'autres forces émergent chez nous et une manière de penser totalement différente, très humble, très terre à terre, très réaliste et surtout débarrassée de ce profond présupposé raciste qui était celui de l'Occident pendant 5 siècles. C'est la première fois de l'émission qu'on prononce ce terme, hein, et pourtant, Dieu sait s'il est structurant. Dieu sait s'il est structurant. On Oui, en reparlera peut-être oui, à une autre occasion. Pour l'instant, hein, mon pauvre Slobodan, on est un peu du mauvais côté de l'histoire, hein, dès lors qu'on est dans cette partie de l'Occident. Mais bon, en même temps, c'est passionnant. On mais vit un c'est passionnant. moment historique extraordinaire. Mhm. Et bon, bah, ça permet de se mobiliser, de mener des combats, d'être écouté, d'essayer d'aider à appréhender le réel et de faire avancer justement ces idées qui sont, soyons clairs, des idées de résistance. Voilà. Absolument. Eh bien, mon cher Slobodan, je t'embrasse. Encore merci et à très bientôt.